Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour venir assister à ma présentation donc, des travaux de recherche au doctorat qui m'ont occupé ces 3 dernières années. Donc la présentation, je la commencerai tout d'abord par une mise en contexte. Donc cette mise en contexte nous permettra de savoir d'où provient le projet et comment il est né. Par la suite, je vous ferai un bref état de l'art pour vous expliquer un petit peu ce qui existe déjà, ce qui a déjà été fait et ce qui va nous servir de base durant ce projet. Je partirai ensuite sur une phase de modélisation, donc comment prédire le fonctionnement d'une source électropneumatique. Cette partie de modélisation permettra donc par la suite de réaliser une phase de conception, donc de concevoir une nouvelle source électropneumatique. Puis je vous détaillerai donc toute l'étude expérimentale qui a été réalisée sur cette source, avant de terminer donc par une partie de conclusion et des perspectives liées au projet. Donc tout d'abord pour la mise en contexte. Pour vous expliquer un petit peu la nature de mon projet et comment ce projet est né, il faut que je vous parle du projet plus global qui est le projet d'Higgs-Bell. Donc ce projet-là, le projet d'Higgs-Bell, il a été effectué en collaboration entre le laboratoire d'acoustique de l'université de Sherbrooke, le GOS, le centre de technologie avancée, le CTA, et notre partenaire industriel BRP. Donc l'objectif de ce projet était de ramener les vibrations et l'acoustique au sein des premiers stades de développement d'un produit. Donc ça permet de réduire les prototypes, les itérations et les cycles de développement associés à la conception de nouveaux véhicules récréatifs. Donc ce projet, il était séparé en plusieurs parties. Ce qui nous intéresse ici, ça va être la partie donc, numéro 3 que nous avons ici, de simulation et optimisation des sous-systèmes. Donc dans un véhicule récréatif, on va avoir plusieurs sous-systèmes. Celui qui va nous intéresser particulièrement pour ce projet, c'est la ligne d'échappement. Donc la ligne d'échappement d'un véhicule récréatif, elle est constituée d'un moteur, d'un silencieux, et en sortie, on va avoir du bruit qui va être rayonné. Le moteur qui va nous intéresser donc ici dans cette étude, ça va être un moteur 2 temps. Et les silencieux peuvent comporter des systèmes comme des tubes ou bien des plaques perforées. À la sortie d'un moteur 2 temps, la problématique qu'on a, c'est que les niveaux sonores sont très élevés, donc c'est des niveaux sonores qui peuvent être supérieurs à 170 décibels, et la vitesse de l'écoulement moyen, quant à elle, peut atteindre un nombre de Mach égal à 0,3. Le problème qu'on a avec ces forts niveaux sonores et ces fortes vitesses d'écoulement, c'est que les modèles classiques ne permettent pas de représenter donc, le comportement de ces perforations présentes dans les silencieux, et l'impédance des plaques ou tubes perforés ne pourra pas ensuite être réglée dans les modèles numériques qui sont utilisés pour prédire le fonctionnement de ces silencieux. Donc l'objectif de mon projet a été de concevoir une source électropneumatique qui permet de recréer les niveaux de bruit et d'écoulement qui vont être semblables aux conditions d'opération des silencieux. Faire ça, ça va nous permettre en fait de pouvoir tester des silencieux dans des conditions réelles d'opération et donc d'être capable de connaître précisément le fonctionnement de ces silencieux. Donc ici, quand je parle d'une source électropneumatique, qu'est-ce que c'est? Une source électropneumatique, c'est un dispositif qui permet de transformer de l'énergie pneumatique, donc de l'air comprimé, en un écoulement pulsé. Et cet écoulement pulsé pourra donc être vu comme un écoulement moyen sur lequel est rajoutée une onde acoustique fort niveau. Donc voilà ce qui fait un peu le tour pour la mise en contexte de mon projet. Maintenant, je vais vous faire un bref état de l'art pour vous expliquer ce qui existe déjà et sur quoi je vais me baser. Donc tout d'abord, on va parler des technologies existantes de sources électropneumatiques. Une source électropneumatique, il y en a plusieurs types, c'est utilisé donc en industrie, en laboratoire, etc. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la valve guillotine. La valve guillotine, c'est une source électropneumatique qui fonctionne via la translation d'une plaque par rapport à une autre et qui permet donc de faire varier une surface de passage d'écoulement et donc de créer un écoulement pulsé. Cette source-là que vous avez sur la diapo, c'est une source qui a été conçue dans le but de servir de source secondaire dans des applications de contrôle actif de bruit. Et les essais associés à cette source-là ont été faits en basse fréquence, donc avec un maximum de 200 Hz environ. Il y a d'autres types de sources qui existent. Ici, on a encore une source qui fonctionne avec un mouvement de translation. Donc on a un manchon qui vient coulisser sur un autre pour pouvoir créer des fluctuations de surface de passage d'écoulement. Cette source-là, c'est la source de la compagnie Weil.
elle est utilisée actuellement en parois de chambres réverbérantes, comme on peut le voir sur la photo ici, de chambres réverbérantes de très fort volume, dans lesquelles on vient tester donc, des satellites ou des composants d'astronefs sous de fortes excitations acoustiques. Les excitations acoustiques qui sont obtenues dans cette source, qui est actuellement la plus grande chambre réverbérante du monde, sont de 162,7 décibels. Par la suite, il y a des technologies qui mettent en pratique le mouvement de rotation. Donc ici, on peut voir les volets oscillants. Donc ces sources-là, ce n'est plus donc quelque chose qui va coulisser comme une plaque ou un manchon, mais un disque qui est mis en rotation au sein d'un écoulement pour pouvoir soit limiter les pulsations d'un écoulement, comme on peut le voir dans la première application, soit créer des pulsations, comme on peut le voir dans la deuxième, et donc être une source de bruit et d'écoulement. La deuxième source que l'on peut avoir ici, donc elle avait pour objectif de servir encore dans des applications de contrôle actif de bruit, et elle avait pour objectif d'être contrôlable en amplitude, en fréquence et en phase. Cependant, un disque rotatif, la fréquence de rotation du disque va être limitée par la fréquence de rotation du moteur. Donc dans l'objectif de pouvoir démultiplier la fréquence acoustique obtenue, on peut aussi utiliser des sources avec non plus un disque tournant, mais ici une cage tournante. Donc dans ce cas-là, je vous présente un HAPS, donc c'est un acronyme qui reviendra dans ma présentation. Ça veut dire Harmonic Acoustic Pneumatic Source. Et ça, c'est une source qui a été développée au sein du laboratoire d'acoustique de l'Université de Sherbrooke. C'est une source qui est composée de deux dispositifs, donc d'une valve et d'une cage tournante. Donc cette source-là, elle est donc parfaitement contrôlable en amplitude, fréquence et phase, en amplitude via cette valve et fréquence et phase liées à la cage tournante. Donc cette source-là, elle sert aussi de source secondaire dans du contrôle actif de bruit sous écoulement, et une étude a été réalisée donc, au sein du laboratoire entre 500 et 800 Hz. Donc connaissant tout ça, on a fait un bref tour des technologies existantes pour les sources électropneumatiques. Maintenant, on va s'intéresser aux modèles de sources qui existent. Donc, on va s'intéresser à deux modèles particulièrement. Donc, les deux modèles se basent sur une simplification d'une source électropneumatique. La simplification, vous l'avez ici à l'écran, elle est constituée de 5 différentes parties. Le plénum, donc une réserve d'air comprimé à une pression P0, un orifice fluctuant, donc dont la surface va varier au cours du temps de façon à créer un écoulement pulsé, une zone de mélange, puis un conduit dans lequel va se propager notre écoulement et notre onde acoustique, puis une terminaison. Donc ces deux modèles, ils se différencient par le nombre de Mach qui est atteint au niveau de l'orifice fluctuant. Donc pour un nombre de Mach inférieur à 1, il y a un modèle subsonique qui a été publié par Blondel et Elliott, et un modèle sonique publié par Chapman et Glendinning. Donc dans un premier cas, lorsque le nombre de Mach est inférieur à 1, donc dans le régime subsonique, Blondel pose les hypothèses suivantes. Donc l'hypothèse est que la pression d'alimentation au sein du plénum est inférieure à la pression critique, c'est-à-dire que l'on s'assure de ne pas atteindre la vitesse du son au sein de l'orifice fluctuant. Par la suite, l'écoulement est considéré comme étant incompressible, les transformations adiabatiques, et l'écoulement est supposé être unidimensionnel en régime établi. En posant toutes ces hypothèses, il a été capable donc d'établir l'équation fondamentale du haut-parleur pneumatique sonique. Donc cette équation-là, elle est très importante car elle permet de relier la pression fluctuante P2 de T, donc au niveau de la zone de mélange, avec la loi de fluctuation de l'orifice, donc A1 de T, et la pression du plénum, donc la pression de l'air comprimé P0. Pour le modèle sonique, donc dans le cas où le nombre de Mach est égal à 1, les hypothèses sont semblables aux hypothèses du modèle subsonique, sauf que dans ce cas-là, la pression à l'intérieur du plénum sera suffisante pour assurer un nombre de Mach égal à 1 au niveau de l'orifice fluctuant. Donc l'écoulement est de nouveau unidimensionnel, les transformations adiabatiques, et l'air est considéré comme un gaz parfait. Donc en posant tout ça et à l'aide des équations de conservation de mécanique des fluides, l'équation fondamentale du haut-parleur pneumatique sonique est établie. Cette équation-là, elle permet elle aussi de relier la pression générée, P2 de T,
aux caractéristiques de la source, comme A1 de T, donc la surface fluctuante de l'orifice, ou bien la pression d'alimentation P0. Donc ça fait le tour des modèles qui vont nous servir pendant cette étude, donc des modèles existants de sources électropneumatiques. Cependant, dans le projet, on parle d'une source électropneumatique mise en série, donc avec un silencieux ou avec des conduits. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment modéliser ce genre de ligne de transmission acoustique. Donc, analytiquement, la modélisation d'une ligne de transmission va se réaliser comme ceci. Donc, si on regarde, à gauche, on a donc la source acoustique qui est représentée comme un générateur de Thévenin avec une pression source PS et une impédance interne RS. Au milieu, on retrouve ce qu'on appelle les systèmes acoustiques qui sont représentés donc par des matrices de transfert. Donc par système acoustique, j'entends aussi bien les silencieux que des conduits, des résonateurs, etc. Donc par exemple, dans le cas d'un tube de longueur L avec un écoulement, la matrice de transfert est la suivante. Donc ces matrices de transfert permettent de faire le lien entre la pression acoustique en amont du système et la pression acoustique en aval. Ensuite, si on regarde donc tout à droite de notre ligne de transmission, on retrouve la terminaison qui, quant à elle, elle est représentée donc par une impédance. Cette impédance, elle va dépendre de la nature de la terminaison utilisée dans notre ligne de transmission, donc soit une impédance par exemple anéchoïque ou du rayonnement bafflé ou non bafflé que l'on peut calculer. Donc ça, c'est pour la modélisation donc, de manière analytique d'une ligne de transmission. Cependant, il y a des méthodes numériques qui existent. Donc, pour la modélisation numérique, on a différentes possibilités. Donc, tout d'abord, des éléments finis, par exemple, donc avec des logiciels comme Sol ou ANSYS. Il y a des codes sur mesure aussi qui sont relativement couramment utilisés en industrie ou en recherche, donc des codes qui sont tout simplement créés pour une application précise. Et on retrouve aussi un système de modélisation 1D plus une résolution temporelle des équations de Navier-Stokes. Et ça, c'est effectué par un logiciel qui s'appelle GTPower. Dans le cas de notre étude, le choix numérique s'est porté sur GTPower pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, parce que c'est un logiciel qui est réputé et qui est largement utilisé donc, dans le domaine automobile, mais aussi par notre partenaire industriel BRP. C'est un logiciel aussi qui a fait largement ses preuves dans toutes les études en échappement. Et son principe de résolution temporelle des équations de Navier-Stokes permettent de faire intervenir des effets non linéaires qui peuvent être liés à la propagation d'ondes fort niveau. De plus, le temps de calcul de ces méthodes est relativement limité par rapport à des méthodes de CFD classiques avec des éléments finis. Donc là, ça fait le tour de ma partie état de l'art. Maintenant, on va partir sur le travail que j'ai effectué pour pouvoir modéliser une source électropneumatique et prédire son fonctionnement. Donc l'objectif de cette partie-là, ça va être de modéliser donc, une source électropneumatique sous la forme d'un générateur de Thévenin. Donc faire ça, ça va nous permettre d'intégrer la source électropneumatique au sein d'une ligne de transmission dans laquelle on peut avoir des conduits, des silencieux, etc. Donc pour pouvoir faire ça, on commence par poser une hypothèse quasi-statique. Donc cette hypothèse-là, elle va nous permettre de séparer des données, des variables temporelles, donc par exemple comme la surface fluctuante A1 de T, en une surface moyenne A1 bar et une surface fluctuante A1 tilde. Donc cette décomposition, elle est effectuée pour toutes les variables qui fluctuent au niveau du temps, donc aussi bien la surface fluctuante comme je vous le montrais, que les pressions fluctuantes comme P2 de T. Donc si on part sur le modèle subsonique, donc on repart de l'équation fondamentale du haut-parleur pneumatique subsonique. En faisant ça, et suite à la décomposition donc quasi statique, j'ai été capable d'exprimer donc les deux caractéristiques d'un générateur de Thévenin, PS et RS. Donc on retrouve ici les décompositions pour la surface et la pression d'alimentation par exemple. Pour le modèle sonique, la même méthode a été utilisée. On repart de l'équation fondamentale du haut-parleur pneumatique sonique et je le décompose de façon à pouvoir retrouver une pression source et une impédance interne qui correspond à ce modèle. Donc une fois que tout ça est réalisé, je reprends donc la modélisation analytique d'une ligne de transmission et je viens insérer donc dans mon modèle PS et RS qui correspondent donc soit au modèle subsonique, soit au modèle sonique en fonction de la configuration de ma source.
Et pour pouvoir mesurer la pression qui va être générée par cette source, je considère donc que ma ligne de transmission, elle est constituée de deux parties. Donc la première matrice et la deuxième matrice, qui sont donc des parties de tubes. Et la pression que je viens mesurer, ça sera la pression P3 qui va se retrouver entre ces deux conduits. La terminaison, quant à elle, elle pourra être soit anéchoïque, soit ouverte en fonction des cas de notre étude. Donc en faisant tout ça, maintenant l'idée est de pouvoir valider cette modélisation analytique. Donc pour ce faire, j'utilise le logiciel GTPower que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc dans ce logiciel GTPower, ce que j'ai effectué, c'est que j'ai modélisé donc la source donc comme étant au début une terminaison qui est la pression d'alimentation qu'on retrouve ici. Par la suite, on a un orifice dont la surface fluctuante correspond à un sinus d'amplitude A1 tilde, qui est la fluctuation de surface, et une surface moyenne A1 bar. Par la suite, ce qu'on appelle la charge acoustique, donc le conduit et la terminaison sont mis en aval de la source, et au sein du conduit, plusieurs mesures peuvent être effectuées. Ici, des mesures auront été effectuées à 77, 107 et 177 mm de l'orifice. Donc en faisant tout ça, si on se place dans la configuration d'une source sonique et qu'on revoit les équations donc de PS et de RS, on remarque qu'il y a différents paramètres qui sont liés à la source et qui peuvent faire fluctuer ces caractéristiques. Donc tout d'abord, si on regarde pour la pression d'alimentation, donc P0, on voit que P0 intervient uniquement dans l'impédance interne de notre source et donc que l'augmentation de la pression d'alimentation n'entraînera pas de modification sur la pression source PS, mais entraînera une diminution de l'impédance interne RS. Pour la surface moyenne de l'écoulement, donc si on augmente la surface moyenne de l'écoulement en conservant un ratio de surface fluctuante sur surface moyenne constant, dans ce cas-là, ça n'aura pas d'influence sur la pression source, mais l'augmentation de cette surface moyenne entraînera de nouveau une diminution de l'impédance interne RS. Et pour ce qui est du ratio de la surface fluctuante sur la surface moyenne, elle n'aura pas d'importance sur l'impédance interne, mais elle entraînera donc une augmentation de la pression source PS. Donc des essais ont été effectués en faisant varier la pression d'alimentation de la source, tout en s'assurant que la source reste bien en mode sonique. Donc les résultats sont les suivants. Donc on remarque tout d'abord que les résultats donc, du modèle analytique et numérique se confondent complètement sur la plage de fréquence utilisée, donc de 0 à 800 Hz, et ce, quelle que soit la pression d'alimentation qui a été utilisée. De plus, on remarque que le changement de pression d'alimentation entraîne une légère augmentation du niveau acoustique mesuré dans le conduit. Pour un changement de surface moyenne, donc entre 5 et 100 mm², donc toujours tout en conservant un ratio constant, on remarque ici que cette modification de surface moyenne, elle entraîne donc une forte modification de l'impédance interne de notre source, ce qui entraîne donc une forte modification de notre réponse en fréquence mesurée à ce niveau-là. On remarque aussi que notre modèle analytique et notre modèle numérique, encore une fois, concordent parfaitement, quelle que soit la surface et sur toute la plage de fréquence. Dans le dernier cas, donc en modifiant le ratio des surfaces fluctuantes sur la surface moyenne, donc de 10 à 100%, ce qu'on remarque ici, c'est que l'impact est très important donc, sur la pression source et donc sur la pression qui va être mesurée au sein du conduit. Donc ça permet vraiment d'augmenter de manière significative l'amplitude mesurée au sein du conduit, et on remarque encore une fois que le modèle analytique et numérique concorde. Donc cette validation numérique du modèle, elle a été effectuée sur les amplitudes mesurées, comme je vous ai montré précédemment, mais elle a aussi été effectuée sur les phases de l'onde acoustique mesurée. Et comme on peut remarquer ici, donc le modèle il concorde non seulement en amplitude, mais aussi en phase. Donc ça, l'intérêt sur la phase acoustique, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été vraiment regardé dans les modèles de sources électropneumatiques. Donc le travail qui a été effectué sur le modèle sonique, il a aussi été effectué sur le modèle subsonique, comme vous pouvez le voir ici. Donc la pression a été variée, la surface moyenne et le ratio des surfaces a été varié. Donc on retrouve des conclusions qui sont les mêmes que pour le modèle sonique. Donc une augmentation des impédances ou un changement par exemple de la réponse en fréquence.
Et on remarque aussi que les niveaux atteints donc avec le régime subsonique sont inférieurs à ceux qu'on avait pu voir avec notre modèle sonique. Donc l'idée est maintenant de pouvoir valider de manière expérimentale notre modèle donc, numérique et notre modèle analytique. Pour ce faire, on reprend la source que je vous avais présentée tout à l'heure, donc le HAPS, constitué donc d'une valve et d'un hacheur d'écoulement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc cette valve, elle a une surface qui va être fixe. Elle a une surface qui ne varie pas pendant le temps. Et le hacheur d'écoulement, donc la cage tournante, elle va venir créer une fluctuation de surface. Donc là, on a une source qui est plus complexe que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc une hypothèse a été posée. Donc cette hypothèse-là, elle va nous permettre de modéliser cette source, ce HAPS complexe, comme une source qui ressemble à nos modèles numériques et analytiques. Donc dans ce cas-là, l'hypothèse qui est posée, c'est que la source, elle est vue comme la surface minimale de la restriction, donc le minimum entre notre cage tournante et la valve à surface fixe. Donc à l'aide d'une transformée de Fourier, j'ai été capable donc, de déterminer la surface moyenne de l'écoulement et la surface fluctuante. En faisant ça, et à l'aide des modèles analytiques que j'ai présentés tout à l'heure, j'ai été capable donc de calculer la pression source PS et l'impédance interne RS pour différents cas, différentes pressions en fonction du modèle sonique ou subsonique par exemple. Donc la validation des résultats expérimentaux en régime sonique a donné les résultats qu'on peut voir ici. Donc dans ce cas-là, les résultats ont été comparés pour 3 différentes mesures dans le conduit et pour différentes pressions, donc pour 4 différentes pressions d'alimentation. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que nos modèles donc, analytiques et numériques concordent, mais aussi avec nos mesures expérimentales qui ont été effectuées donc, de 0 à 750 Hz par pas de 50 Hz. Donc on remarque ici que quelle que soit la fréquence, quelle que soit la place de mesure dans le conduit et quelle que soit la pression, on retrouve des modèles analytiques numériques qui concordent à nos mesures expérimentales, aussi bien en amplitude qu'en phase. Donc si je dois conclure un petit peu sur cette partie de modélisation, ce qui est important à retenir et ce qui fait partie des points d'originalité de cette partie, c'est la modélisation d'une source électropneumatique sous la forme d'un générateur de Thévenin pour pouvoir ensuite donc, la mettre dans une ligne de transmission et la modélisation d'une source électropneumatique complexe via l'hypothèse de surface équivalente. Donc, on a remarqué aussi que les modèles y correspondent pour différentes pressions, pour différentes surfaces, que la phase, elle est prédite donc précisément par ce modèle. Les prédictions, elles ont été validées donc, sur une large plage de fréquences allant de 0 à 800 Hz. Et on remarque aussi donc, que la configuration sonique nous a permis d'atteindre des niveaux plus élevés. Donc, c'est quelque chose qui va être important pour la suite de notre étude. Par la suite, on va passer donc à l'étape de la conception. Donc cette conception, elle sera éclairée tout du long par la modélisation qui a été réalisée précédemment. Et l'objectif de cette partie de conception est donc de créer une nouvelle source qui va répondre aux besoins du projet. Les attentes au niveau de la source, donc tout d'abord, on souhaite avoir une source dite tonale, c'est-à-dire une source avec une distorsion harmonique qui va être faible. Et ça a pour but de focaliser donc toute l'énergie acoustique qui va être générée sur une seule composante, qui va être la composante fondamentale. Donc, les niveaux de pression que l'on souhaite viser dans ce projet-là sont d'atteindre 180 décibels dans le conduit en aval de la source, de manière à représenter fidèlement les conditions d'opération des silencieux. La plage de fréquence qui a été visée, elle va de 100 à 1000 Hz, et le nombre de Mach dans l'écoulement moyen qui va être créé par cette source serait de Mach 0.3. Donc le concept que j'ai choisi pour cette source, c'est d'avoir donc une surface de passage de l'écoulement qui sera créée par, premièrement, une restriction, donc ici en rouge, puis un disque rotatif qui va permettre de moduler la surface de passage de l'écoulement en fonction de la rotation de ce disque. Donc tout d'abord, si on s'intéresse à l'attente qu'on a au niveau de la plage de fréquence de fonctionnement de cette source. Donc on a une plage de fréquence qui va de 100 à 1000 Hz. C'est une plage de fréquence qui est quand même relativement étendue. Et 1000 Hz, c'est une fréquence qui est importante pour, par exemple, une rotation d'un moteur qui pourrait mettre justement en rotation ce disque. Donc l'idée, pour pouvoir faire ça sans chercher un moteur beaucoup trop complexe, l'idée a été de disposer donc un nombre n de motifs sur le disque
pour pouvoir démultiplier la fréquence de rotation du moteur. Donc plusieurs choix ont été investigués, comme on peut le voir ici. Donc de gauche à droite, on a des motifs donc avec n est égal à 8, 6 et 4 motifs. Et la taille des motifs ici, c'est un cercle de diamètre 55 mm. Ce diamètre, il a été pris car c'est le diamètre du banc de test sur lequel sera implémentée la source par la suite. Donc, suite à un compromis entre la vitesse maximale que devra atteindre le moteur et le couple qui sera appliqué au moteur, le choix a été fait donc, de prendre un disque à 6 motifs pour pouvoir justement trouver un moteur disponible sur le marché. Donc, si on s'intéresse maintenant à une autre attente liée à la source, donc le nombre de Mach de l'écoulement moyen, ce qu'on peut voir ici, c'est que le disque avec le diaphragme ici, ce qui est très important pour l'écoulement moyen, ça va être le diaphragme, donc ici représenté en rouge. Donc si on prend un diaphragme circulaire de rayon 0, on connaît parfaitement l'amplitude de la surface de ce diaphragme, et le débit massique maximum en régime sonique sera directement lié à la pression d'alimentation, mais aussi à la surface de passage de cet écoulement. Donc en connaissant le débit massique maximum qui est relié donc, à cette surface de passage de l'écoulement, on peut déterminer donc, le débit massique moyen qui sera lié directement à la moitié de la surface de passage de l'écoulement, et donc on peut retrouver le nombre de Mach qui est lié directement au débit massique moyen. Donc en faisant ça, l'idée a été de créer donc 3 diaphragmes, donc 3 restrictions de passage différentes, avec justement des rayons différents. Ces rayons-là vont permettre de pouvoir balayer en écoulement moyen pour pouvoir faire différents essais. Donc en sachant tout ça, maintenant, une des choses qu'on n'a pas encore regardé dans notre cahier des charges, c'est le caractère tonal de la source électropneumatique. Donc pour pouvoir faire ça, on va partir du principe que la source n'est pas tonale, donc que la surface de passage de l'écoulement n'est pas parfaitement sinusoïdale. Donc dans ce cas-là, si on vient décomposer la surface de passage de l'écoulement en fonction du temps, on peut la décomposer comme une surface moyenne et la somme de plusieurs surfaces fluctuantes dont chacun des A1 tilde de K dépend de l'ordre de la source. Donc dans ce cas-là, si on a une source qui a des surfaces fluctuantes pour plusieurs ordres, on va pouvoir modéliser la source comme un ensemble de générateurs de Thévenin. Donc plus un seul générateur de Thévenin qui correspond à la composante fondamentale, mais K générateurs de Thévenin pour chacun des ordres. Donc dans ce cas-là, on voit que seule la pression d'alimentation, la pression source du générateur dépend de l'ordre et est liée directement donc, au ratio de la surface fluctuante à cet ordre-ci sur la surface moyenne. L'impédance interne, quant à elle, ne change pas d'un ordre à l'autre. Donc en voyant tout ça et en essayant donc d'avoir une source tonale et donc de maximiser l'ordre K est égal à 1, l'objectif va être d'avoir le ratio surface fluctuante à l'ordre 1 sur surface moyenne égal à 100%. Et donc ça veut dire que ce que l'on cherche à avoir, c'est une variation de la surface de passage de l'écoulement parfaitement sinusoïdale. Donc pour ce faire, j'ai réalisé donc un code d'optimisation du profil de disque pour pouvoir limiter donc la distorsion harmonique. Donc le ratio est fixé à 100% comme je vous le disais, et j'ai mis en place en fait un calcul qui va permettre de déterminer le profil du disque pour avoir une surface de passage parfaitement sinusoïdale. Donc dans ce cas-là, le disque, il est vu donc comme une fonction polaire. Le profil du disque est vu comme une fonction polaire qu'on peut définir ici en bleu. L'orifice est vu comme l'ensemble de 2 fonctions polaires. Et dans ce cas-là, on est capable de retrouver la surface créée par le passage du disque face à l'orifice comme dépendant tout simplement de la fonction polaire du disque et des fonctions polaires du diaphragme. Donc en faisant ça et en codant un code d'optimisation sur MATLAB, j'ai été capable donc de déterminer un profil de disque associé à chacun des diaphragmes qui permet de créer une surface fluctuante qui sera parfaitement sinusoïdale. Donc en faisant ça, j'ai pu créer donc 3 disques différents qui sont associés aux 3 diaphragmes que j'avais créés précédemment. Donc comme on peut le voir ici, donc il y a le numéro 0, 1 et 2 en allant d'une surface fluctuante la moins importante à la plus importante, comme on peut le voir aussi sur le schéma ici. Donc une fois que les dimensionnements ont été réalisés, donc 3 ensembles ont été
conçus et ont été usinés, donc 3 disques et 3 diaphragmes. Donc maintenant, la prochaine étape du projet, c'est de valider donc les performances de ces 3 configurations avec le modèle analytique et le modèle numérique. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a parlé donc du nombre de matchs, du caractère tonal de la source, mais on ne s'est pas intéressé au niveau acoustique qui allait permettre de générer ce disque et ce diaphragme. Donc, en prenant le modèle analytique et numérique, avec une terminaison anéchoïque pour s'affranchir des variations de niveau qui seraient liées à la charge acoustique qui va être mise en aval de la source, j'ai pu faire des simulations numériques et des calculs analytiques. Donc tout d'abord, si on regarde la première figure que vous avez en haut, la première figure, la pression d'alimentation a été fixée à 2,76 bars et tous les ensembles ont été testés. Donc ce qu'on remarque ici, c'est déjà que le choix de l'ensemble disque-diaphragme, il permet un réglage de niveau. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que l'ensemble numéro 2, par exemple, celui qui a une plus forte fluctuation de surface, il nous permet déjà de dépasser les 180 décibels, qui fait partie du cahier des charges de ce projet-là, et ça permet aussi d'avoir un niveau le plus fort niveau. Par la suite, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est que j'ai fixé l'ensemble utilisé, donc ici l'ensemble numéro 0 dans la deuxième figure que vous avez ici, et j'ai fait varier la pression d'alimentation. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que le choix de la pression d'alimentation, donc il nous permet un réglage du niveau qui va être un peu plus précis, et l'augmentation de la pression d'alimentation nous permet d'avoir une augmentation du niveau acoustique généré dans le conduit en aval. Donc par la suite, j'ai voulu valider aussi le caractère tonal de la source parce que lors de la conception, je me suis attardée sur le caractère tonal, mais je souhaitais donc le vérifier. Donc pour faire ça, j'ai schématisé la source. Donc la fluctuation de la surface de la source est réalisée à une fréquence fondamentale f. Et dans le cas où la source ne serait pas parfaitement tonale, elle viendrait générer plusieurs ordres, donc ici représentés 1, 2 et K. Et ces ordres-là sont associés à des pressions sources des générateurs de Thevenin, PS1, PS2, PSK, qu'on voit ici. Cependant, que ce soit numériquement ou même expérimentalement, on ne peut pas mesurer directement ces pressions sources des générateurs de Thevenin. On vient mesurer des pressions qui sont au sein de la charge acoustique, par exemple, du conduit. Et donc, ces pressions Px qu'on retrouve ici sont reliées aux pressions sources des générateurs de Thevenin par des fonctions de transfert représentées ici par Hx. Donc pour pouvoir déterminer le taux de distorsion de la source, j'ai choisi de définir donc une métrique qui est notée ici. Donc c'est le taux de distorsion de la source d'un ordre relativement à la composante fondamentale. Donc pour ce faire, il faut faire le ratio de la pression source à l'ordre K sur la pression source à la composante fondamentale. Donc dans ce cas-là, dans le cas d'une terminaison anéchoïque, on remarque que le calcul est très rapide parce qu'il suffit simplement de faire le ratio entre la pression mesurée à l'ordre K et la pression mesurée à l'ordre 1, car la fonction de transfert qui relie les pressions mesurées aux pressions sources des générateurs de Thevenin est constante avec la fréquence dans le cas d'une terminaison anéchoïque. Donc en faisant ça, j'ai pris mon modèle numérique avec ma terminaison anéchoïque. J'ai fait attention aussi de me mettre à une distance très faible de ma source, donc ici 10 mm, pour pouvoir m'affranchir des effets de propagation non linéaires qui sont liés donc au fort niveau de l'onde acoustique et qui pourraient venir changer le profil de l'onde et donc ajouter de la distorsion. Donc les calculs ont été faits, les simulations ont été faites donc pour les trois différents ensembles, ce qu'on peut voir ici. Et donc ce qu'on remarque, c'est que les taux de distorsion sont inférieurs à 7% pour les trois ensembles. Donc ici, seuls les 5 premiers ordres ont été analysés. Mais ce qu'on remarque, c'est que le taux de distorsion apparaît donc en dessous de 7% pour l'ordre 2. Cependant, pour les ordres supérieurs, les taux de distorsion restent très très faibles. Donc pour faire une conclusion de cette partie de conception, de tout ce travail de conception, ce qu'on remarque déjà, c'est que d'un point de vue scientifique, la partie de conception a permis de présenter donc un modèle analytique qui est généralisé, qui s'applique donc sur une source qui n'est pas parfaitement sinusoïdale, une source qui va être distordue, et ça a permis donc de créer un calcul d'un taux de distorsion qui sera donc associé à cette source. D'un point de vue un peu plus conception, donc il y a 3 disques et 3 diaphragmes qui ont été conçus. Les 3 disques associés à leur diaphragme permettent d'avoir 3 surfaces fluctuantes sinusoïdales.
Par la suite, la validation donc, préliminaire a permis de voir que l'utilisation du disque numéro 2 permet de dépasser donc, les 180 décibels. Les calculs pour les nombres, pour les diaphragmes ont été faits de manière à atteindre Mach.3 avec l'ensemble des diaphragmes en gérant donc, la pression d'alimentation. Et on remarque aussi que le taux de distorsion de la source pour les trois ensembles est inférieur à 7%. Ah oui, oui, ça une vez. Ouais, ça serait juste le Par la suite, je vais partir donc, sur mon étude expérimentale donc, pour pouvoir valider d'une manière justement expérimentale cette nouvelle source. Donc pour ce faire, tout d'abord, pour pouvoir alimenter en air comprimé donc un banc d'une telle ampleur, il y a un compresseur et 4 réservoirs qui ont été installés au sein du laboratoire d'acoustique pour pouvoir alimenter ce banc d'essai. Donc le banc d'essai, c'est le suivant. Il a été placé au niveau de la chambre semi-anéchoïque du laboratoire. Donc on retrouve, en partant de la gauche, donc un plénum en plus. Ce plénum-là, il permet donc de rentrer dans les conditions de modélisation analytique. Donc juste en amont de la source, on retrouve un plénum avec de l'air comprimé dedans. Ensuite, on a la source qui est reliée au conduit. On retrouve aussi donc, ce qu'on appelle le SpeedGloat, qui est une station d'acquisition temps réel, qui va nous permettre donc, de commander la source et de récupérer les signaux en débit ou même en pression. Et on retrouve ici aussi donc, la drive, qui va nous permettre de mettre en rotation et de commander donc, le moteur. Si on fait un zoom un peu sur la source et sur le conduit, on voit qu'entre le plénum et la source, donc, on a une valve qui va permettre d'alimenter la source en air comprimé. On retrouve la source, donc à l'intérieur, on a le disque et le diaphragme. Par la suite, dans le conduit, donc, j'ai placé 2 capteurs de pression, donc un à 150 et l'autre à 500 mm de distance de la source. Et pour la terminaison, donc dans ce cas-là, la terminaison, c'est un conduit ouvert, donc on n'est pas sur une terminaison anéchoïque, parce qu'expérimentalement, pour de forts niveaux d'écoulement et de forts niveaux acoustiques, il est difficile de créer une terminaison anéchoïque qui sera complètement efficace et dont on connaît parfaitement le comportement. Donc ici, je vous ai résumé un petit peu donc, le schéma du banc avec toutes les mesures, les commandes et les stratégies de post-traitement qui sont associées. Donc ce qu'on peut regarder ici, qui est très important, tout d'abord, c'est que notre pression d'alimentation dans le plénum, elle va être régulée ici avec une valve qui est manuelle. Notre source que l'on retrouve à cet endroit-là, donc le disque va être mis en rotation et la fréquence de rotation du disque va varier donc linéairement pendant notre essai. Donc ça va être un balayage en fréquence et ce balayage en fréquence va être fait donc entre 100 et 800 Hz pour respecter les limites du moteur. Les capteurs de pression sont ici donc, dans le conduit. Donc ce qu'on va mesurer grâce à ces capteurs de pression, ça va être un signal temporel de pression. Et de manière à avoir l'amplitude et la phase pour les 5 premiers ordres afin de pouvoir donc, estimer aussi donc, la distorsion de la source, l'idée a été de mettre en place une stratégie donc, de post-traitement liée à l'analyse d'ordre de Vogt-Kalman. Donc cette technique-là, elle a été choisie tout d'abord pour sa capacité donc, à suivre la fluctuation de fréquence, donc le glissement en fréquence, et aussi pour son immunité au bruit de mesure. Pour ce qui est du débit massique et du nombre de Mach, le débit massique est mesuré donc par le débitmètre qui est au sein du banc et une moyenne est effectuée donc sur la mesure temporelle. Donc les essais que je vais vous présenter ici, ils auront été effectués avec 2 des 3 ensembles, l'ensemble numéro 0 et l'ensemble numéro 2. Et la pression d'alimentation, elle dépend de la capacité du banc en débit massique pour alimenter notre source. Donc tout d'abord, ici, je vais vous présenter donc, la configuration dans laquelle j'ai pu obtenir des niveaux sonores les plus élevés, donc les plus fortes amplitudes. Donc dans ce cas-là, c'est la configuration ensemble numéro 2 avec une pression d'alimentation de 2,76 bars. Donc ce qu'on remarque ici tout d'abord, c'est que l'ordre 1, l'amplitude de l'ordre 1 ici en bleu, ça dépasse amplement donc, les ordres supérieurs. Donc ça, c'est déjà un très bon indice par rapport au caractère tonal de la source. On remarque aussi donc, que l'ordre 1 dépasse les 20 kPa, donc un équivalent de 177 décibels, sur la plage de fréquence allant de 100 à 600 Hz.
De plus, on remarque aussi aux alentours des 300 Hz que à ce niveau de résonance de conduit, on atteint un niveau qui va jusqu'à 187 décibels. Donc on dépasse amplement le cahier des charges à ce niveau-là. Par contre, on remarque aussi qu'au niveau de 740 Hz, on a un zéro de pression. Ce zéro de pression, il est simplement dû au conduit, à l'endroit où on fait notre mesure et à la terminaison du conduit qui n'est pas anéchoïque. Donc dans ce cas-là, maintenant qu'on a les amplitudes pour les 5 premiers ordres, on va être capable donc, de pouvoir étudier la distorsion de la source. Donc si on reprend la généralisation du modèle qui était faite tout à l'heure, on avait dit tout à l'heure que pour la terminaison anéchoïque, c'était facile de pouvoir faire le calcul. Donc là maintenant, dans le cas d'une terminaison non anéchoïque, notre fonction de transfert, elle varie avec la fréquence, donc il va falloir pouvoir la compenser. Donc c'est ce qui a été fait donc, dans le calcul que vous pouvez voir ici. La fonction de transfert a été, les pressions sont prises à des différentes fréquences pour pouvoir compenser la fonction de transfert et donc être capable de déterminer le taux de distorsion de la source. Donc, dans le cas de la configuration qui nous permet d'obtenir les niveaux les plus élevés, si on s'intéresse au taux de distorsion donc à l'ordre 2, les résultats ici sont présentés donc, pour l'estimation expérimentale et l'estimation donc, numérique avec le modèle comportant une terminaison ouverte au bout du conduit. On remarque ici tout d'abord que l'ordre de grandeur entre l'estimation expérimentale et numérique est le même. Par contre, ce qu'on remarque aussi ici, c'est que la plage de validité de notre mesure, elle va donc de 200 à 600 Hz, car il ne faut pas prendre en compte donc, le zéro de pression que je vous ai présenté tout à l'heure, car ça enlève toute validité donc, à la méthode de calcul du taux de distorsion qu'on a vu ici. Maintenant, on va s'intéresser au nombre de Mach qui ont été mesurés sur le banc donc expérimental. Ce qu'on peut voir ici, c'est que tout d'abord, pour l'ensemble numéro 2, on a nos mesures expérimentales donc, qui concordent avec nos prévisions analytiques. Cependant, pour l'utilisation de l'ensemble numéro 0, on remarque donc que le nombre de Mach il est largement supérieur aux prédictions et ce nombre de Mach il varie malgré tout linéairement. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, donc, tout d'abord, c'est qu'on a quand même atteint un nombre de Mach qui est très important, donc 0,24, mais l'idée a été donc, de pouvoir expliquer cette différence entre les résultats expérimentaux et analytiques pour l'ensemble numéro 0. Donc l'hypothèse qui a été posée, c'est qu'il y aurait présence de fuite lors de l'utilisation de cet ensemble 0. Quand je parle de fuite, je vais vous expliquer un petit peu de quoi je parle. Tout simplement, dans la source, le disque vient tourner donc devant le diaphragme, et pour qu'il n'y ait pas de frottement entre ces deux parties, il y a un jeu de fonctionnement qui est créé. Ce jeu de fonctionnement, en fait, il crée un passage pour le fluide, et ce fluide-là vient donc contourner la restriction générée par le disque en face du diaphragme, et ça peut venir tout simplement modifier la surface de passage de l'écoulement qu'on avait réalisé tout à l'heure. Donc si on regarde sur le graphique qu'on a ici, en noir on a la surface de passage de l'écoulement théorique, et en rouge celle qui serait créée avec les fuites. Donc dans ce cas-là, pour les fuites, on voit qu'il y a une augmentation de la surface moyenne de passage de l'écoulement, ce qui entraîne une augmentation du nombre de Mach, mais on a aussi une diminution de l'amplitude du sinus. Donc grâce à la prévision du débit massique en fonction de la surface, j'ai été capable donc, de déterminer, en partant de mes résultats expérimentaux, la surface moyenne de l'écoulement et donc aussi la surface fluctuante qui est liée au sinus lorsqu'on prend en compte les fuites. Donc maintenant, si on s'intéresse donc, au niveau acoustique de la source, qui est quand même très important dans notre cahier des charges, pour l'ensemble numéro 2, si on fait des comparaisons entre les mesures expérimentales, le modèle analytique et le modèle numérique avec terminaison ouverte, ce qu'on remarque énormément, c'est que l'amplitude mesurée expérimentalement, donc, elle concorde avec les prédictions analytiques et numériques. Donc on remarque qu'on a les résonances de conduit, les zéros de pression et un niveau qui concorde sur toute la plage de fréquence de cette source. On remarque aussi par contre que le modèle analytique, il a l'air de sous-estimer donc l'amortissement des résonances de conduit, ce qui n'est pas le cas avec le modèle numérique GT Power. Et on remarque aussi ici que lors de l'utilisation de l'ensemble numéro 0, on observe des niveaux qui sont supérieurs à 180 décibels, donc sur une large plage de fréquence, et on atteint même, comme je vous le disais tout à l'heure, 187 décibels. Pour l'ensemble numéro 0, donc si on fait une comparaison expérimentale, analytique et numérique, donc avec le même modèle GT Power,
On voit ici que le modèle analytique et numérique concorde, donc toujours avec cette différence d'amortissement, mais on remarque que l'amplitude qui est mesurée dans notre conduit, elle est environ 10 décibels en dessous des prédictions des modèles. Donc ça, on peut le relier tout simplement avec la prise en compte des fuites dont je vous parlais tout à l'heure, parce que les fuites donc, augmentent la surface moyenne de passage de l'écoulement, mais elles entraînent aussi une diminution de la fluctuation de surface. Donc en prenant en compte les valeurs de surface avec les fuites, on remarque que si on refait un calcul analytique, dans ce cas-là, les prédictions expérimentales concordent avec les prédictions analytiques. Donc, maintenant qu'on a pu voir tout ça, je vais faire une conclusion donc, de mon projet et les perspectives qui y sont associées. Donc, pour conclure, dans la première partie, j'ai pu mettre en place un modèle analytique donc, qui permet de prédire le fonctionnement d'une source électropneumatique. Ce modèle-là, il a été réalisé grâce à la modélisation d'une source sous la forme d'un générateur de Thévenin. Ce modèle nous permet de prédire en amplitude et en phase l'onde générée par cette source. Et j'ai mis en place aussi une modélisation par surface équivalente qui permet de modéliser justement une source qui est plus complexe comme un HAPS. Dans une deuxième partie, donc, tout le protocole de conception d'une nouvelle source a permis donc, tout d'abord de créer un modèle analytique généralisé donc, qui est appliqué à une source qui présente de la distorsion. Cette source-là nous a permis aussi d'atteindre 187 décibels en maximum au niveau d'une résonance de conduit et plus de 177 décibels sur la large plage de fréquence allant de 100 à 600 Hz. Et le nombre de mètres de l'écoulement moyen qui a été atteint avec ce banc d'essai est de Mach.24. Et pour ce qui est des perspectives du projet, donc tout simplement, je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement dans la chambre semi-anéchoïque du laboratoire. Donc en ce moment, il y a des essais qui sont effectués avec des silencieux et avec des plaques perforées pour pouvoir caractériser donc, par exemple l'impédance ou la perte par transmission des silencieux. Et ces essais-là, ils vont permettre par la suite la mise en place donc, de modèles pour caractériser justement le fonctionnement donc, de ces tubes et de ces plaques perforées sous des forts niveaux de bruit et d'écoulement afin de pouvoir ensuite les caractériser plus précisément. Je vous remercie pour votre attention.